Bonjour à tous. Bien des idées reçues circulent autour de l'histoire de France et jamais il n'a été plus nécessaire de les démentir. Notre histoire est en effet redevenue un enjeu majeur du débat politique sur fond de polémiques sur l'identité nationale, de volonté de déconstruction et d'offensive de la cancel culture, un enjeu autour duquel se divise parfois radicalement l'opinion. Notre invité de ce jour nous propose, lui, une contre-histoire de France, qui prétend au contraire s'approcher au mieux de la vérité historique en combattant les simplifications du roman national et en évitant les perpétuelles dérives de la repentance. Philippe Delorme, bonjour. Vous êtes historien, journaliste et vous êtes spécialisé dans l'étude des dynasties royales, donc vous êtes un spécialiste reconnu. Vous publiez régulièrement une chronique dans Valeurs Actuelles et vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres. Alors je ne vais pas tous les citer, mais alors on va déjà quand même parler de votre Louis XVII, une biographie de Louis XVII, parue chez Via Romana. C'est un sujet qui vous tient à cœur, sans faire de mauvais jeu de mots. Vous avez été à l'origine des études génétiques sur le cœur de Louis XVII. Citons également une série sur les reines de France, d'Anne de Kiev à Marie-Antoinette, rééditée dernièrement aux éditions Le Cerf. Mais vous êtes là aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage, donc, comme je le disais en introduction, Contre-histoire de France, ni romance ni repentance, paru chez Via Romana. Alors ni romance ni repentance, je veux dire que le sous-titre me plaît beaucoup parce que c'est la ligne que nous essayons de suivre dans la revue d'histoire européenne et dans cette émission, bien sûr. Alors, comment vous est venue l'idée de cet ouvrage ? Écoutez, comme vous disiez, j'ai écrit une trentaine de livres, donc ça fait pratiquement 40 ans que je fais de l'histoire, donc j'ai quand même beaucoup labouré le champ de l'histoire générale et surtout de l'histoire de France, et donc ça m'est venu à l'idée de réunir en quelque sorte un petit peu des travaux que j'avais pu faire à droite, à gauche, et puis les enrichir en les structurant autour d'une histoire de France qui va depuis la très haute préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc essayer de brosser un petit peu la grande épopée, je dirais, de ce qui est devenu aujourd'hui la France. Mais d'après ce que j'ai compris en lisant votre avant-propos, il y a eu un élément déclencheur qui est, je crois, la bronca contre la venue de Laurent Doge, qui n'est pas un historien, mais Oui, Laurent Doge, qui d'ailleurs se présente pas comme historien, il se dit conteur d'histoire, et c'est vrai qu'il a donné quand même le goût même s'il lui-même dit qu'il fait des erreurs très souvent et qu'il simplifie, enfin bon, peu importe, c'est pas ça le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même donné aux Français, aux Parisiens en particulier, avec son fameux bouquin sur Paris, donc l'idée d'aller voir, de sortir ensuite dans la rue, de voir les traces de l'histoire, et ça c'est vraiment, je dirais, passionnant. Et donc Laurent Doge avait été invité à Trappes, donc dans la banlieue des Yvelines, à côté de Versailles, à une ville qui est très ancré dans la diversité, comme on dit aujourd'hui, puisque même le maire, je crois, est d'origine musulmane. Enfin, et donc c'est un lieu un peu emblématique de tous les problèmes que la banlieue peut connaître aujourd'hui. Et des instituteurs se sont ligués à ce moment-là pour empêcher Laurent Doge de venir parler. Avec un argument quand même assez en disant, on n'est pas là pour faire aimer l'histoire de France. On est là pour, je sais pas pourquoi ils sont là d'ailleurs. Mais alors, moi, je peux pas m'empêcher. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que l'historien est là pour faire aimer... Non, ils ont dit, le prof n'est pas là pour faire aimer la France, je crois, pas l'histoire. Oui, mais l'aimer la France, oui, c'est ça, oui. Alors, non, je pense que le professeur d'histoire ou l'historien, d'une manière générale, ce qui est un peu différent, n'est pas là pour faire aimer un pays ou une histoire. Il est là pour d'abord établir des faits tangibles, essayer d'expliquer comment les choses se sont vraiment passées. C'est ce que disait Léopold von Ranke, qui était au 19e siècle, un Allemand qui était je dirais le père de l'historiographie moderne, qui disait un historien c'est déjà quelqu'un qui passe son temps, qui va essayer d'exposer comment les choses se sont vraiment passées. Et c'est déjà un défi, déjà de prendre les sources, de les recouper, de les comparer, de voir ce qui doit être conservé ou pas dans les témoignages, enfin en hiérarchisant les témoignages, les sources, etc. Enfin c'est tout un travail scientifique en fait, qui est celui
celui de l'historien. Et donc déjà, dans un premier temps, établissons les faits et ensuite, on pourra les discuter, les analyser, etc. Mais déjà, établissons les faits. Donc c'est vrai que l'historien n'est pas là pour faire aimer un pays ou quoi que ce soit, il est là pour le faire connaître. Et à contrario, il n'est pas là pour il n'est pas non plus pour le faire haïr. Oui. Mais je dirais, quand on aime quelqu'un, vraiment, on voit ses défauts et ses qualités. Enfin, donc on n'est pas là pour faire un portrait idyllique. Et c'est vrai que la France, elle a eu ses défauts et ses qualités. Il y a eu des périodes plus sombres, des périodes de gloire et de rayonnement. Donc tout ça, ça fait partie de l'histoire. Il n'y a pas à faire non plus ce qu'on appelait un roman national. Et c'est pour ça que je dis ni roman, ni justement, à propos du roman national, ce fameux roman national. Nous sommes à peu près de la même génération. Vous et moi avons été biberonnés au roman national. Oui, à l'école primaire, voilà. Mais d'un autre côté, c'est ce qui nous a fait aimer l'histoire. Alors, là, il faut faire peut-être la différence entre deux choses. C'est-à-dire le roman national tel qu'on effectivement qu'on l'avait enseigné jusque dans les années 68-70, c'était quand même ce roman national hérité de la Troisième République qui était là pour, en quelque sorte, imposer la République, je dirais, un récit de propagande, à l'effet de dire que la République était le meilleur des régimes, qu'il était le couronnement, en quelque sorte, de l'histoire de France, et que les rois, dans l'ensemble, étaient plutôt des personnages peu intéressant et voilà, et un peu assez critiquable. Et donc ce roman national a été mis en place, on le sait, au moment après 1870, après la défaite contre la Prusse, pour préparer la revanche. Et d'ailleurs, cette génération va aller la fleur au fusil, en 1914, pendant la guerre. Voilà. Donc ce roman national, si vous voulez, c'est pas non plus de l'histoire, c'est une espèce de récit propagandiste qui était là pour exalter le régime en place. À côté de cela, effectivement, l'histoire telle qu'on nous l'a enseignée, elle avait un intérêt parce que c'était des tableaux, on présentait des tableaux chronologiques qui étaient intéressants, qu'on pourrait reprendre en les dépoussiérant, je dirais, et qui montraient bien l'évolution quand même de notre pays depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'était pour des enfants, pour des enfants de 7-8 ans, c'était bien parce que on avait des images qui étaient fortes et qui permettaient de jalonner en quelque sorte l'histoire. Donc ça, on pourrait revenir à ça en révisant peut-être le contenu, je dirais. Alors, vous parlez également de la mémoire, en disant que l'histoire ne doit pas être mémorielle. Non, parce que la mémoire... L'historien fait appel à la mémoire, ne serait-ce que les témoignages. Oui, alors la mémoire, bien sûr, fait partie des sources qu'on peut enregistrer. Aujourd'hui, en plus, on a des moyens d'enregistrement sonore, audio, vidéo, etc., qui permettent d'avoir des témoignages qui restent vivants, même après la mort de leurs auteurs. Mais si vous voulez, la mémoire, au sens mémoriel du terme, c'est souvent un jugement sur l'histoire. C'est-à-dire, on va prendre un événement et on va expliquer en quoi cet événement était tragique, ce qui est juste en soi. Mais je dirais que c'est pas l'histoire. L'historien n'est pas un juge, n'est pas quelqu'un qui va prendre un événement et dire c'est bien ou c'est mal, tel personnage était gentil ou méchant. Enfin voilà, si vous voulez, l'historien il expose les choses telles qu'elles sont. Et puis après, on peut se faire une idée en fonction de sa sensibilité, et puis même de la réalité des choses. Quand on voit, je dirais, Staline, Hitler, des gens comme ça, quand on présente les faits, évidemment, le résultat n'est pas à leur avantage, mais je dirais, il n'y a pas un jugement à porter. On n'est pas des juges, et le problème de ce qu'on appelle le wokisme, la cancel culture, etc., c'est je dirais, de battre notre coulpe en permanence sur la poitrine de nos ancêtres, en leur appliquant d'ailleurs des critères moraux, éthiques qui sont les nôtres et qui n'étaient pas les leurs. Donc il y a un anachronisme véritable à ce moment-là, oui. Il y a aussi l'autre façon qui est non pas de juger, mais de cacher, d'occulter. Ou de cacher, bien sûr. Alors évidemment, à partir du moment où quelque chose est condamnable, entre guillemets, au nom de la morale actuelle, eh bien on va
on va déboulonner les statues, on va etc. Donc je pense pas que ce soit la solution de cacher l'histoire ou de la transformer. Présentons les choses. Par exemple, au génocide vendéen qui lui est. Alors là, on va pas développer dessus. Bien sûr. Il y a le génocide arméniaque pour les Turcs, etc. Il y a des éléments de l'histoire qui sont gênants et qui ont été mis sous le boisseau par l'histoire officielle. Alors vous écrivez également que l'histoire doit être attentive à l'universel. Est-ce que ça veut dire, je vous provoque un peu, que vous êtes un tenant de l'histoire globale? Non, parce que je pense que l'histoire globale telle qu'elle est présentée, en tout cas aujourd'hui, est une manière de diluer complètement toute identité dans une espèce de magma mondialiste où on ne s'y retrouve plus. Je pense que pour faire de l'histoire, déjà au moins au niveau du grand public, il faut donner des cadres géographiques, temporels et géographiques, c'est-à-dire déjà donner une chronologie, que les choses soient bien claires dans le déroulement du temps et donner un cadre chronologique. Je dirais que, bien évidemment, l'histoire de France, elle s'inscrit dans l'histoire de l'Europe et au plus largement dans l'histoire du monde, et que à certains moments, on va être obligé, en parlant de l'histoire de France, de parler de l'Angleterre, de l'Allemagne, des États-Unis, etc. Bien évidemment. Mais je dirais, c'est bien, en tout cas dans l'enseignement tel qu'il peut être à l'école primaire ou au secondaire, de centrer quand même sur une réalité concrète, et même, je dirais, dans certaines provinces de France, certaines régions qui ont une forte identité, je pense à la Bretagne, la Corse, l'Alsace, etc., on pourrait donner un petit plus, je dirais, d'histoire locale pour ancrer les gens dans le terroir local. C'est vrai que on a une tendance depuis 30 ou 40 ans dans l'enseignement de l'histoire à l'école de faire une espèce de grand gloubi-boulga, je dirais, oui, on étudie de manière transversale. Souvent, je me souviens que j'ai été professeur pendant 2 ans il y a une trentaine d'années, mais enfin par exemple en 5e ou en 4e on étudiait l'empire de Vijayanagar en Inde. Au Moyen-Âge, ça disait rien aux gamins. Il aurait mieux valu leur expliquer d'abord bien l'histoire de France en disant, bah oui, autour, on pouvait faire quelques allusions à ce qui existait dans le monde à ce moment-là, mais pas en faire tout un chapitre complètement détaché en plus de tout le reste. Enfin bon, ça n'avait aucun sens. Et vous pensez d'ailleurs qu'il vaut mieux enseigner l'histoire, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'histoire bataille, l'histoire des grands hommes, des grandes dates, ou bien l'histoire des gens, pour ça? Oui, alors, je dirais un peu des deux, c'est-à-dire que dans l'idée d'une histoire chronologique, structurée, il faut établir un squelette un petit peu des grands événements, et les grands événements passent quand même par les grandes dates, même s'il ne faut pas prendre des listes de dates, ça c'est tout à fait stupide parce qu'on les oublie immédiatement. Mais ça permet peut-être quand même de structurer. Oui, enfin en tout cas, bien comprendre, faire comprendre aux enfants la succession des époques avec quelques grandes figures, effectivement. Napoléon, Louis XIV, Charlemagne, tout ça sont des grandes figures qui quand même sont des repères un peu utiles. À côté de ça, rien n'empêche de s'intéresser aussi quand même à la vie quotidienne. Moi, vous savez, quand j'ai fait mes biographies sur les reines de France, ça a été toujours l'occasion, à travers des personnages justement illustres comme ça, de dresser le tableau d'une époque, ou de la société. Et lorsqu'on parle d'une reine, on parle de ses voyages, donc on parle des endroits où elle va passer. On va parler de l'artisanat de l'époque, de l'art, de la culture, etc. Donc c'est un peu un prétexte à travers un grand personnage de parler d'une époque. Et puis il y a aussi autre chose qui est la généalogie. Alors là on sort un peu de l'histoire scolaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis même une trentaine d'années, il y a un regain extraordinaire de la généalogie familiale, c'est-à-dire que beaucoup de retraités, mais pas que des retraités, s'intéressent à établir leur ancêtre. Et là ils vont au contact de gens humbles, de gens simples, dont ils vont découvrir les métiers. Oui, la très grande diversité. Voilà, et donc là, c'est aussi une manière d'aborder l'histoire qui est intéressante. Alors, vous parliez de trappe tout à l'heure. Effectivement, on assiste depuis une cinquantaine d'années à l'afflux de populations venues des quatre coins du monde. Beaucoup viennent aussi de nos anciennes colonies en Afrique, en Asie aussi, mais surtout en Afrique noire ou Afrique du Nord. Est-ce que, pour vous, comment il faudrait aborder
l'histoire pour ces jeunes-là d'une manière non culpabilisante, donc sans repentance, mais face à une population où dans les familles on peut avoir effectivement un fort ressentiment contre la France. Alors, là on est sur une ligne de crête où, oui, c'est compliqué parce que d'abord il y a un premier problème qui est le problème de démographie, c'est-à-dire lorsque vous dans une classe vous avez 95% des enfants qui sont d'origine maghrébine par exemple ou africaine, il va y avoir une pression sociale, psychologique, religieuse, etc., qui fait que l'instituteur ou le professeur, même s'il veut faire la part des choses, il va avoir du mal. On sait qu'il y a des sujets qu'on peut plus aborder. Voilà, il va avoir du mal à à sortir à opposer quelque chose à au discours ambiant. Maintenant, c'est vrai que la plupart des instituteurs, des professeurs vont dans le sens aussi de cette culpabilisation, en insistant de manière un peu excessive sur les méfaits entre guillemets de la colonisation, de la traite des Noirs, etc., ou du régime de Vichy, enfin des choses comme ça. Enfin tous les côtés un peu qui existent, hein, qu'il faut pas cacher d'ailleurs, mais de l'histoire de France, mais sans donner l'autre côté des choses. La colonisation, bien sûr, c'est une exploitation de certains pays, de certaines régions, mais en même temps un effort de développement. La France a aussi beaucoup développé les routes, les infrastructures, la santé, les écoles en Afrique noire. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on parle français en Afrique noire ou en Afrique du Nord? C'est assez drôle d'ailleurs, parce que ce sont des gens qui disent du mal de la France, mais ils le disent en français en général. Donc, vous voyez, si vous voulez, il y a des choses il faut faire la part des choses. Expliquer, par exemple, que la colonisation, c'est pas l'esclavage. Au contraire, on a commencé à coloniser l'Afrique à la fin du 19e siècle, au moment et à cause du fait qu'on avait supprimé l'esclavage, puisque l'esclavage était une réalité endémique en Afrique. Il y avait des royaumes esclavagistes qui vendaient d'ailleurs des esclaves à l'extérieur, aussi bien du côté du monde musulman que vers l'Amérique. Et donc à partir du moment où on a interdit la traite, c'est les Anglais d'abord qui ont fait ça, puis les Français, eh bien on s'est dit on va s'installer aussi en Afrique pour faire respecter cette interdiction. Donc finalement, pourquoi est-ce que la France a aussi facilement, intégré l'Afrique centrale avec Brazza, vous savez, Brazza qui se balade avec son drapeau français et il disait embrasse-le et tu seras libre, enfin voilà, parce que c'était des populations qui étaient en but aux razzias arabes de Zanzibar et des esclavagistes musulmans. Donc d'une certaine manière, la colonisation a été aussi une émancipation pour certains peuples africains. Donc tout ça est extrêmement compliqué, n'est pas aussi simple. La difficulté est là finalement, c'est d'apprendre des choses compliquées, parce que déjà à l'école ils ont 3 heures d'histoire. Oui, mais justement, alors un des rôles de l'histoire, je dirais, c'est aussi de donner des arguments, des outils de discernement. Lorsqu'on est aujourd'hui dans une époque où on est abreuvé de tonnes d'informations contradictoires par les médias, les réseaux sociaux, etc. L'histoire, c'est aussi une manière d'avoir... on devrait aussi apprendre aux enfants, à partir d'un document, de savoir comment l'analyser, comment le critiquer, comment le comparer à d'autres éléments. Ça serait intéressant aussi. Parce que c'est aussi une manière d'apprendre l'histoire. Pas uniquement apprendre des événements ou des faits, mais aussi apprendre une méthode, une méthodologie de discernement par rapport à des faits que on le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, par exemple, où on a l'impression d'être revenu en 14-18. C'est-à-dire, on a deux discours complètement antagoniste et patriotards, et donc là on peut grâce à l'histoire, on peut comprendre comment décrypter tout ça au mieux. Alors donc cette contre-histoire de France, elle est divisée à peu près, il y a 45 chapitres. 3 fois 15 exactement. Pardon. 3 fois 15. Divisé en 3 parties. J'ai trouvé le découpage intelligent, parce que vous commencez au commencement, donc véritablement à la plus haute antiquité, voire à la préhistoire. Vous arrêtez à 1180, donc c'est Bouvines. Oui. On en reparlera. Donc c'est de troisième époque, 1180 à 1774.
Et puis on arrive ensuite de 1774. Voilà, après, avec Louis XVI, et puis la Révolution, et toute la partie des bouleversements. Alors, on va remonter d'ailleurs, donc le chapitre premier, ce sont les Gaulois réfractaires. J'ai entendu une publicité à la radio, on en parlait quand on préparait l'émission, sur une marque alimentaire qui fait des escalodes de poulet qu'on peut trouver dans les supermarchés. Et leur publicité, c'était nous sommes. Alors je la trouvais gonflée, si vous voulez, pour l'époque. Et j'étais même plutôt content de l'entendre. Mais je me dis, ils vont se faire taper sur le doigt. C'était nous sommes 68 millions de Gaulois. Voilà. C'est vrai qu'on a. Encore, c'est du poulet, c'est pas du porc. C'est du poulet. Un poulet, d'ailleurs, un beau poulet, un beau coq qui est en couverture. Non, mais je pense que cette histoire de Gaulois, 68 millions de Gaulois, donc là, il reprenait finalement nos ancêtres les Gaulois qu'on pouvait apprendre à toute une génération. Voilà, qui fait partie du fameux roman national et qui est une simplification extrême. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les escalodes de poulet Gaulois ont raison? Non, je pense que, si vous voulez, la notion de Gaule, en fait, a été inventée par Jules César lorsqu'il a envahi et annexé cette grande région qui était très hétéroclite. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Quand on fait du latin, la première phrase qu'on apprend, c'est dans la guerre des Gaules. La Gaule, dans son ensemble, est partagée en 3 parties, la Gaule belgique, la Gaule celtique et la Gaule aquitaine. Et ces 3 régions avaient pas grand-chose à voir, en fait. L'Aquitaine était peuplée de proto-basques, donc ils parlaient d'ailleurs une sorte de langue qui a donné le basque aujourd'hui. Ça allait jusqu'à Bordeaux, c'était une grande région. La Belgique était matinée aussi de germains, de population germanique, donc c'est aussi une population assez différente. Et puis au milieu, on avait la Gaule celtique, mais bon, qui était un peu aussi un ensemble de cités indépendantes et qui avait quand même des régimes et des traditions très différentes. Donc c'est vraiment la conquête romaine qui va fédérer tout ça, et qui va créer une espèce d'identité gauloise, ou gallo-romaine plus exactement. On installe d'ailleurs à Lyon la capitale, avec un temple, un sanctuaire fédéral des Gaules, où donc on a là. En fait, c'est vraiment, je dirais, il faudrait dire nos ancêtres les Gallo-romains plus que les Gaulois, parce que c'est à partir du moment où on devient romain, donc on va adopter la langue latine, et un certain nombre d'habitudes, etc., que se structure finalement cet ensemble qui correspond grosso modo à la France actuelle, même un peu plus large. C'est ce qu'on appelait les limites naturelles à une époque, jusqu'au Rhin, etc. Bon, enfin, en tout cas, voilà, nos ancêtres les Gaulois, je pense que c'est un raccourci un peu. Et puis sur les Gaulois eux-mêmes, alors on a tout un tas d'idées préconçues sur le fait qu'ils vivaient dans des huttes, qu'ils chassaient le sanglier, etc. Alors que c'était une civilisation qui était déjà assez avancée, avec des routes, des grands défrichements. Je pense qu'il y avait, je crois qu'on estime maintenant qu'il y avait pratiquement moins de forêts à l'époque gauloise qu'aujourd'hui, puisqu'on on a replanté terriblement depuis un siècle. Donc c'était une société. Alors c'est une société qui n'était pas entrée complètement dans l'histoire, dans la mesure où elle n'avait pas de traces écrites, ou très peu, puisque les langues gauloises n'étaient pas écrites, et qu'ils utilisaient les caractères grecs ou les caractères latins lorsqu'ils voulaient par hasard faire inscrire quelque chose, qui fait qu'on n'a pas beaucoup de textes d'ailleurs, on n'a pas une connaissance grande sur ce qu'était cette langue celtique. Et donc en plus l'idée de celte d'ailleurs est aussi un peu discutable, parce que finalement ces Celtes qui sont, alors on est dans un Finistère en fait, la France c'est le bout de l'Eurasie, donc on a eu toujours des vagues de colonisation et d'invasion, et donc les Celtes finalement sont des gens qui sont arrivés, donc c'était une population qui venait d'Europe centrale, de la Bohème actuelle, etc., et qui a recouvert en fait des populations qui existaient déjà auparavant, depuis le néolithique ou le paléolithique, et on voit ce qu'on construit Karnak, enfin les menhirs et les dolmens qui ne sont pas du tout celtiques, il n'y avait pas des druides dessus, etc. Donc tout ça finalement fait que la France aussi était je dirais l'identité française, si on veut revenir à ce que serait l'identité française, se définit pas comme l'identité allemande par exemple, même si c'est à mon avis un petit peu un fantasme aussi, cette identité allemande du sang, c'est-à-dire qu'on serait allemand parce qu'on a du sang germanique dans les veines. Non, l'identité française, c'est plus l'idée
d'un consensus, de l'idée d'un accord et d'une adhésion, à une histoire justement. Et c'est là que l'histoire est importante. Et c'est là on revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur les enfants des écoles. C'est par l'histoire qu'ils vont pouvoir devenir français ou pouvoir incorporer autant que possible l'identité française. C'est pas par la naissance, les gènes, etc. C'est vraiment par une adhésion personnelle et reprendre cette histoire dans un projet commun. C'est-à-dire, voilà, on reprend un héritage et on est ensemble pour le faire fructifier. Ça, c'est la notion française de la nation. Mais bon, c'est vrai que c'est plus fragile peut-être qu'une autre notion, et ce qui fait que la France est très fragile. Oui, c'est moins tangible, effectivement. Voilà, et que la France est une construction qui aurait pu ne pas exister et qui pourrait disparaître. Hein. C'est ce que dit Bainville d'ailleurs dans la préface, enfin pas dans la préface, en tout cas dans l'exergue que j'indique dans mon livre. Il dit la France est une construction fragile et elle pourrait très bien mourir un jour. Donc on est là aussi, les historiens, pour essayer qu'elle ne meure pas. Alors, il y a à propos de citations, chaque chapitre en exergue, il y a une petite citation. Elles sont pas, j'ai pas trouvé, elles sont pas signées. Si, alors là, c'est signé à la première. En fait, c'est le fameux, vous savez, c'est le fameux justement, le fameux manuel qu'on utilisait tous de Lavis, qui était donc le manuel justement. Alors c'est un petit clin d'œil au roman national, puisque à chaque fois c'est la manière un peu traditionnelle qu'on avait de voir la période, et ensuite, je décrypte par rapport à cela en faisant la part des choses. Alors effectivement, dans 45 chapitres, on va pas avoir le temps de tous les passer en revue, mais j'aimerais quand même faire si vous permettez, quelques focus, quelques arrêts sur image. Oui, je vous en prie. Sur des sujets, moi, qui me tiennent à cœur, parce que ce sont des sujets qui sont souvent déformés, sur lesquels il y a soit des idées reçues, soit des idées, je disais déformées, mais d'une manière volontaire. Par exemple, je pense à la loi salique. On nous dit que la loi salique, c'est une loi misogyne, parce qu'on ne jugeait pas les femmes capables de régner, et il fallait les exclure du pouvoir. Déjà, la loi salique, c'est une invention des légistes du Moyen-Âge. Racontez-nous ça. Voilà, les légistes du Moyen-Âge, pour justifier le fait qu'on a écarté les femmes du trône de France au moment de la succession des fils de Philippe le Bel, sont allés exhumer une vague loi qui était chez les Francaliens, donc au 5e, 6e siècle, qui disait que les femmes ne pouvaient pas hériter de la terre ancestrale. Enfin bon, c'était quelque chose d'assez vague, mais qui correspondait pas vraiment à cela. Donc en fait l'idée, non, c'est que ce qui s'est passé. Après la mort de Philippe. Alors après la mort de Philippe le Bel, donc Philippe IV le Bel, on a 3 fils qui vont se succéder parce qu'ils n'ont pas d'héritier mâle. Alors pourquoi vont-ils se succéder? D'abord, lorsque le premier fils, Louis le Hutin, meurt, il laisse une fille, mais enfin une fille qui a été qu'il a eu de la fameuse Marguerite de Bourgogne, donc qui avait été condamnée pour adultère, donc elle est un peu entachée d'un soupçon d'illégitimité, cette fille, hein, donc Jeanne, la petite Jeanne. Et donc à ce moment-là, très franchement, c'est le frère du Hutin qui va en profiter pour prendre la couronne. Pensait que les femmes n'étaient pas non, capables parce qu'à la même époque, on avait, vous vous souvenez tous des rois maudits, hein, il y avait la fameuse Maro d'Artois, par exemple, hein, qui était comtesse d'Artois, duchesse de Bourgogne, enfin, etc. Donc, on avait des femmes qui avaient la haute main sur des fiefs très importants. Donc, c'était pas vraiment une interdiction. Il y avait jamais eu le problème, c'est que depuis Capet, il y avait eu une espèce de miracle capétien qui fait que chaque roi avait un fils en âge de lui succéder, et donc c'est extraordinaire. Donc on avait eu, il n'y avait jamais eu la question ne s'était jamais posée. Donc quand elle s'est posée, on a écarté cette petite Jeanne qui était peut-être bâtarde, et puis en plus donc le deuxième fils de Philippe le Bel, donc Philippe V le Long, on a profité pour prendre le pouvoir, et à ce moment-là on a intégré cette idée de l'exclusion des femmes. Mais
après, lorsque donc les 3 fils sont morts à leur tour, donc après Philippe V, il y a eu Charles IV, son frère. Donc là, on se retrouvait à nouveau devant un problème puisque Charles IV n'avait que des filles. Ça va se retourner contre. Donc on s'est dit qui vient après. Alors si on acceptait les femmes, on tombait sur un prince anglais, donc Édouard III, Édouard III d'Angleterre. Et donc là, je dirais, c'est un peu le début du sentiment national parce que les Français, les barons français se sont dit, on ne veut pas d'un roi qui serait un prince étranger, parce que là, on se serait retrouvé puisque Édouard III était le fils d'une des filles de la fille de Philippe le Bel. Donc là, on se serait retrouvé, si on passe par les femmes, avec un roi étranger. C'est ce qui a existé d'ailleurs dans la plupart des monarchies d'Europe. En Angleterre, on est passé par les femmes. Aujourd'hui, ce sont des Oldenburg finalement qui règnent en Angleterre. Et puis en Espagne, on se trouve avec des Bourbons, etc. Donc l'idée finalement de la loi salique, ça n'a pas été de mettre les femmes à l'écart parce qu'on les considérait pas nécessairement comme inaptes au trône, mais pour éviter que le trône de France ne tombe entre les mains d'un prince étranger. Et ça a été justement la force de la France et la force de la lignée capétienne, justement. Et c'est un des ressorts, je dirais, de la construction française, c'est d'avoir eu la même famille depuis 987 jusqu'à Louis-Philippe. Voilà, et donc qui a structuré, en fait, on disait autrefois, les 43 qui en 1000 ans ont fait la France, c'était le slogan de l'Action française de Maurras. C'est un peu exagéré de dire qu'ils ont fait la France, mais disons que ils ont structuré en quelque sorte l'évolution vers cette nation, en fait. Et c'est autour de cette famille que cette nation s'est vraiment constituée, a vraiment pris conscience d'elle-même. Alors il y a un autre chapitre de l'histoire de France qui est assez mouvementé, qui fait partie peut-être des heures sombres. Je regardais, je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement, il est sorti dans le service public une série Fortune de France d'après le roman de. Je l'ai pas vu la série, mais j'avais lu le roman à l'époque. Oui. Voilà, moi aussi, roman de Robert Merle. Oui. Robert Merle. J'ai regardé les 2 premiers épisodes de la série, c'est caricatural. C'est-à-dire qu'on est dans les gentils protestants et les méchants catholiques. Donc là, on est vraiment... est-ce que là, on est toujours dans le roman national ou on est vraiment dans la manipulation alors, si vous voulez, là, c'était vrai qu'est-ce qu'il en était en réalité? Alors, le roman national de la Troisième République, il était foncièrement anticlérical. Ça faisait partie de la recette. Donc, évidemment, les catholiques en prenaient pour leur grade, si on peut dire. Et donc, les protestants, nécessairement, étaient présentés toujours dans le roman national comme un petit peu les précurseurs des Lumières, des gens qui avaient une religion plus éclairée, plus proche de l'introspection personnelle, du libre arbitre, de la libre conscience, etc. Donc ça, c'est évidemment, on retrouve ça à travers ce genre de choses. Bien évidemment, lorsqu'on regarde l'histoire des guerres de religion, c'est l'affrontement impitoyable entre des factions qui sont aussi intolérantes les unes que les autres. Quelqu'un comme Calvin à Genève faisait brûler les hérétiques et tous ceux qui correspondaient pas non plus à sa vision de l'évangile. Donc on n'a pas des gentils protestants et des méchants catholiques. Je dirais ce qui a été finalement peut-être le principal principal atout d'Henri IV finalement, c'est d'avoir été capable de... Oui, c'est ce qu'on appelait les moyenneurs à l'époque. C'était des gens qui justement faisaient la part des choses en se disant tous ces dogmes, c'est quand même un peu excessif de se battre autour de ça. On va essayer de rétablir une paix. Il va avec l'édit de Nantes. Il va non pas. Alors là aussi, l'édit de Nantes, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas très bien compris parfois parce qu'on a l'impression qu'il accepte qu'il y ait des protestants. Alors, je dirais qu'il tolère. C'est un édit de tolérance. Donc, Henri IV est devenu catholique et en tant que roi catholique, son idée, c'est que tout le monde doit devenir catholique. C'était l'idée de l'époque. Même s'il avait été protestant, catholique, il avait changé 5-6 fois l'idée, c'était que le roi de France étant catholique, les Français devenaient catholiques, mais en attendant que ils reviennent au bercail, les protestants avaient le droit de professer leur religion dans certains endroits et de certaines manières. Et donc c'est pour ça que lorsque Louis XIV va abroger l'édit de Nantes, finalement, il se place dans
je dirais, dans la logique de son grand-père, qui était, au bout d'un moment, les protestants vont avoir compris, ils vont se convertir, donc on va pouvoir revenir à l'unité de religion, qui est quand même toujours cuius regio eius religio, je sais plus dans quel sens c'est, enfin ça veut dire telle religion, telle région, telle religion, hein. Chaque prince impose sa religion à sa population, et il n'y a pas de place pour les hérétiques ou voilà. Et donc finalement, oui, cette période des guerres de religion a été un affrontement avec des massacres de catholiques du côté protestant. Il y a plus de catholiques que de protestants, donc peut-être que on voit plus d'une manière forte. Mais enfin, d'ailleurs, Henri IV, avant de devenir roi de France, étant roi de Navarre, avait mené la guerre dans le sud de la France contre les catholiques et en avait estourbi un certain nombre. Hein. Donc tout ça, évidemment, c'est une manière toujours de juger. Hein, comme je disais tout à l'heure, l'historien n'est pas là pour juger, de dire il y a les bons et les méchants. Il présente les choses et après on voit bien, on comprend bien. Le problème, c'est qu'on ne présente que la Saint-Barthélemy et non pas les massacres commis voilà, par les protestants. Qui sont dans d'autres. Saint-Barthélemy, d'ailleurs, qui n'a pas été ordonné directement par la famille royale. Oui, vous exonérez... c'est-à-dire qu'en fait, à Saint-Barthélemy, l'idée était de se débarrasser des chefs du parti protestant, ça c'est certain. Et puis, la population de Paris, qui a été chauffée à blanc qui était très catholique, va en profiter, et puis aussi pour tuer et massacrer un certain nombre d'ennemis, comme on fait toujours dans ce genre de circonstances. On profite de l'impunité de l'émeute pour se débarrasser d'adversaires. Alors, on continuerait bien. Je voulais parler aussi quand même de nous emmener à la veille de la guerre de 14. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec justement l'apparition du roman national après la défaite de 70. Pareil, après la guerre de 14, effectivement, on a toujours accusé les Allemands d'être les fauteurs de guerre, mais l'esprit revanchard, finalement, il était de ce côté-ci du Rhin. Oui, alors il y avait toujours cette idée. Les Allemands n'avaient pas d'intérêt particulier. Non, enfin, je dirais qu'il y a eu une montée des nationalismes de part et d'autre, et puis surtout le jeu des alliances, c'est-à-dire que c'est et là on le voit actuellement avec l'Ukraine, cette idée de l'OTAN qui pourrait intervenir et qui du coup entraînerait, c'est vraiment le cercle vicieux des alliances qui peut entraîner une guerre générale. Et donc on avait des alliances effectivement qui fait que lorsque ça a éclaté dans les Balkans, puisque c'était les Balkans qui étaient la fameuse poudrière de l'Europe, eh bien ça a dégénéré petit à petit en guerre générale. Il fallait quand même une population qui soit prête à accepter alors, ce qu'elle a vécu. Elle était prête parce qu'il y avait cette histoire d'Alsace-Lorraine qui, à mon avis, effectivement était n'avait pas de raison d'être, c'est-à-dire que l'Alsace-Lorraine aurait très bien pu, d'ailleurs aujourd'hui l'Alsace je crois a un statut quasiment franco-allemand, donc on aurait très bien pu, ça ne valait pas le coup pour récupérer l'Alsace, je dirais, de faire plusieurs millions de morts comme ça a été le cas. D'ailleurs on le voit, et d'ailleurs j'en parle dans le livre, lorsque l'Alsace redevient française, ça va pas être évident pour les Alsaciens qui sont allemands depuis 40 ans ou quelque chose comme ça, presque 50 ans, de rentrer dans le moule jacobin français, parce que le moule allemand avait plus d'autonomie. Enfin bon, chaque région, chaque État avait ses particularités. Et là, on les place dans le moule français, on leur impose la langue française, on leur envoie des instituteurs français. Donc ça va pas être évident nécessairement. Et donc pendant 40 ans, on a quand même boué le crâne de nos enfants. Et ça oui. Avec l'histoire finalement, on a voilà, c'est pour ça que je suis assez réticent à l'idée de roman national, parce que le roman national, c'est aussi un travestissement d'histoire. Donc on peut raconter de l'histoire d'une manière agréable sans en faire un roman, en tout cas un roman idéologique. Au contraire, comme je disais, l'histoire, c'est une discipline qui est là pour nous apprendre le discernement, pour nous apprendre à réfléchir par nous-mêmes. Si on fait de l'histoire, ce que les instituteurs ou les professeurs devraient apprendre à leurs élèves, c'est à réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire, face à
une information, est-ce que je dois y croire? C'est pas parce que c'est écrit dans un livre ou écrit sur Internet que c'est vrai. Est-ce qu'il faut que comment je peux contrôler, comment je peux vérifier? Ça, c'est ça aussi le rôle. À mon avis, ça serait un des rôles principaux aujourd'hui d'un professeur d'histoire. Professeur d'histoire, donc professeur d'histoire à qui on peut conseiller votre livre, la Bien évidemment. C'est ce que dit d'ailleurs le professeur Tullard. C'est ce que dit Jean Tullard dans sa préface. Voilà le livre que l'on devrait imposer à la place des manuels scolaires. Donc je vais laisser le dernier mot de l'histoire à Jean Tullard. Je vais l'envoyer au propre nouveau ministre de l'Éducation. Non, mais bien évidemment, il faut demander à Via Romana de faire un service de presse au ministère. Philippe Delorme, merci infiniment. Merci. Donc Via Romana, la contre-histoire de France. Ni romance, ni repentance, donc à mettre entre toutes les mains. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lannes et sa petite histoire. Avant de nous quitter, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Charlemagne, Charles le Grand, Carolus Magnus, a régné de 768 à 814. Il est le petit-fils de Charles Martel, vous connaissez sûrement Charles Martel, vous savez, celui qui a repoussé l'invasion ottomane à Poitiers par la force et la ruse. Eh bien c'est Charles Martel qui a fondé la dynastie des Carolingiens, bien que lui-même n'ait jamais régné. C'est son fils, Pépin le Bref, qui a régné et qui a été sacré par le pape. Si le pape a sacré Pépin, c'est avant tout parce qu'il y voyait un allié face à Byzance et aussi face aux Lombards qui avaient des vues sur son royaume. Donc Pépin a été acclamé par les siens et désigné comme roi en 751, en lieu et place de l'ancien roi mérovingien, et ensuite, 3 ans plus tard, le pape Zacharie s'est déplacé pour apporter le sacre. Son fils, Charlemagne, a été associé à ce sacre, et c'est ainsi que la royauté franque a pu se poser en protectrice du Saint-Siège. Le petit Charles a été élevé dans la langue tudesque, mais il parlait aussi très bien le roman et le latin. C'était quelqu'un de très cultivé, et c'est ainsi que les historiens lui ont attribué la Renaissance, la fameuse Renaissance carolingienne au Moyen-Âge, qui est une véritable renaissance intellectuelle. C'est ainsi également que c'est lui qui a eu cette idée folle un jour, non, il n'a pas inventé l'école, mais en tout cas il a été le saint patron, le patron des écoliers. Ce qu'on lui doit également, c'est la propagation de la belle écriture caroline qui va structurer scripturalement le Moyen-Âge et l'Europe médiévale. Il créera l'Académie palatine sous l'impulsion d'Alcuin, qui avait l'ambition d'être la nouvelle Athènes, ou en tout cas de rassembler toutes les hautes autorités et de les former pour le nouvel empire carolingien. Vous vous en doutez, la Renaissance carolingienne n'aura pas été qu'intellectuelle, elle aura été aussi une grande démonstration de puissance, d'autorité et aussi de puissance militaire. Et si cette armée a été si excellente, c'est justement grâce à l'invention et à la propagation de l'étrier sur les chevaux. Oui, avant l'étrier, les gens montaient à cheval comme des guignols. Maintenant, c'est fini tout ça, on passe aux choses sérieuses. Ainsi, l'armée de Charlemagne a été la première à vraiment institutionnaliser l'étrier et à s'en servir, formant la plus puissante cavalerie d'Europe. Les guerriers francs étaient des combattants redoutables, mais aussi on pourrait presque dire des chevaliers, car ils étaient mus par un sens du devoir et de l'honneur qu'on retrouvera dans la geste chevaleresque. Mais surtout, ces cavaliers étaient très bien équipés avec une armure et des armes lourdes, ils étaient sans doute les meilleurs guerriers de l'époque. Ainsi, en 1804, l'empereur pouvait disposer idéalement de 1800 vassaux directs, ce qui n'est pas rien, une centaine d'évêques, 200 abbés, 500 comtes et un millier de vassi dominici, c'est-à-dire ses hommes de confiance, sa garde rapprochée, un peu comme Balkany avec Sarkozy. J'ai raté la comparaison là. Oubliez tout. Dans l'idéal, il aurait ainsi pu disposer d'une armée de 36 000 cavaliers et de 100 000 piétons.
Bon, certes, c'est un nombre théorique qui se base sur le nombre de grands seigneurs qu'il avait sous son autorité, mais on a pu avoir une petite idée de cette armée lors de la campagne du Danube. La campagne du Danube, c'est en 796 et Charlemagne a alors repoussé les Avars, qui étaient des nomades asiatiques, loin, très loin de Vienne, vers leur contrée. Et à cette occasion, il a donc disposé de 20 000 cavaliers et 45 000 fantassins, ce qui n'est pas rien. Dès son avènement, Charlemagne avait déjà conquis la plus grande partie de l'Italie et avait même coiffé la couronne de fer des rois lombards. En revanche, pour ce qui est de la campagne au-delà des Pyrénées, eh bien là, il n'a pas eu de chance, c'était un demi-échec, marqué notamment par la bataille de Roncevaux en 778 où l'arrière-garde de l'armée de Charles a été massacrée par des Basques. C'est d'ailleurs lors de cette bataille qu'est tombé le fameux Roland. Décidément, la France dans ses conquêtes, on peut dire qu'elle n'a jamais eu de chance avec l'Espagne, confère à la campagne d'Espagne sous Napoléon. Mais en 1801, ces hommes, les hommes de Charles, ont tout de même été libérés Barcelone et ont ainsi conquis la Catalogne. Cette même Catalogne a ensuite servi de marchepied pour la Reconquista. Pour ce qui est du nord-est, eh bien Charlemagne y a mené plusieurs campagnes très dures et c'est ainsi qu'il a conquis la Frise et la Saxe. La conquête de la Saxe en 782 est l'un des points noirs du règne de Charlemagne. À cette occasion, il faut rappeler qu'il a massacré plus de 4500 nobles saxons, mais ce n'était pas une motivation religieuse, elle était avant tout politique. La preuve, c'est que Charlemagne a fait conserver leurs poèmes sacrés. Et comme vous vous en doutez, l'unité religieuse va de pair avec l'unité politique. Et c'est cela que Charles a compris. S'il l'a compris et qu'il l'a appliqué, il y a une bonne raison, c'est le concile de Francfort en 794 qui le proclame rex et sacerdos, roi et prêtre. À partir de là, Charlemagne agit en véritable chef d'église et agit également sincère dans les affaires ecclésiastiques. D'ailleurs, lors de son sacre, le 23 décembre 800, c'est à regret qu'il s'est agenouillé devant le pape pour recevoir la couronne. Certes, il a grogné, mais il l'a fait, et c'est une modestie que n'a pas eu Napoléon lors de son sacre. Vous savez que lors du sacre de Napoléon, le pape avait été sommé de s'asseoir là, pas bouger, sur son trône, et de bénir le sacre, mais c'est Napoléon lui-même qui s'est posé la couronne sur la tête. Malgré tout, on ne peut pas dire que Charlemagne n'a pas eu cet orgueil, mais après le sacre, il ne faut pas oublier que Charlemagne a proclamé son fils en se passant des avis du pape et en se passant du pape tout court. Charlemagne, lui qui avait été porté par les siens, acclamé par les siens, qui s'était construit seul, ne supportait pas le rôle que se donnait le pape. C'est d'ailleurs toute une longue histoire entre les rois de France, les rois en général, et le Saint-Siège. Disons maintenant pour finir un mot sur l'Empire carolingien, territorialement parlant. Il s'agissait d'un immense espace, un immense empire qui comprenait la France, l'actuel Benelux, la Suisse, l'Allemagne jusqu'à l'Elbe, l'Espagne jusqu'à la vallée de l'Èbre, mais aussi la plus grande partie de l'Italie, l'Autriche, la Slovénie et une partie de la Hongrie. Il est à noter également qu'au-delà des frontières orientales, il y avait 9 peuples slaves, dont les Tchèques, les Slovaques, les Croates, qui étaient tributaires de Charles, tout comme les royaumes anglo-saxons qui vivaient en bonne intelligence avec l'empereur. Vous connaissez la capitale de Charlemagne, la capitale qu'il a instaurée, Aix-la-Chapelle, et bien c'est parce que le centre de gravité de cet empire était situé entre la Meuse et le Rhin. On ne peut pas dire que Charlemagne régnait seul, puisqu'il s'était entouré, un peu un mélange entre les traditions germaniques et les traditions de l'Empire romain, d'une aristocratie puissante qu'il avait sous son autorité, mais qui à la fois régulait son pouvoir. Indéniablement, il fit de son royaume le centre, le pôle de la civilisation médiévale européenne. Ensuite, eh bien, cette Europe, qui était unie sous sa domination, comme elle l'avait été sous la domination des Césars, s'est divisée en deux parties, donnant, grossièrement, la France, le royaume de France, d'un côté, et le Saint-Empire romain germanique de l'autre. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur TV Liberté et en audio sur Radio Liberté.